Bienvenue à cet enregistrement d'un podcast Grand Entretien du Living Lab Charlevoix. Aujourd'hui, on a le grand honneur de recevoir professeur Mylène Breton de l'Université de Sherbrooke. Alors, Mylène, elle est titulaire de la chaire du Canada en gouvernance des soins de première ligne. Je ne sais pas si j'ai exactement le bon nom, Mylène. Tout à fait, mais c'est pas grave, l'esprit de synthèse est là. Alors, donc, Mylène va nous décrire un peu ce qu'elle fait et ce qu'elle découvre parce que c'est une chercheure très impliquée dans l'organisation d'un élément clé de notre système de santé, c'est-à-dire les soins de première ligne, donc l'accès aux médecins de famille, mais vraiment plus encore. Et on sait que c'est un enjeu vraiment important pour tout le monde et beaucoup pour le gouvernement actuel. Mylène a un parcours vraiment intéressant. Tu as commencé par être une formation en ergothérapie. Tu as pratiqué un peu en ergothérapie, pas longtemps. 2 fois 3 mois. Quelques mois, OK. 2 fois 3 mois l'été. Après ça, tu t'es découvert une passion pour la gestion, donc tu es allé faire un MBA. Tu as fait un MBA et après ça, tu es allé faire ton doctorat en organisation du système de santé. Et ton doctorat est avec Jean-Louis Denis, donc le professeur Jean-Louis Denis, qu'on connaît bien dans le Living Lab et qui est vraiment un célèbre professeur dans l'organisation des soins. Et après, tu as fait un postdoc, entre autres, avec Jenny Haggerty, donc une autre spécialiste des soins de première ligne. Et là, tu es professeur à l'Université de Sherbrooke depuis une dizaine d'années. Et nous, on s'est connus justement dans le début de ta carrière dans un colloque, en fait, organisé par notre collègue Jean-Paul Fortin du Living Lab. Et je pensais que tu étais une étudiante et soudainement, on t'appelle sur le stage et tu as fait une brillante présentation. Il y a déjà 10 ans et tellement de chemins que tu as parcouru tellement de terrain depuis ce temps-là. Tu as même obtenu, et ça c'était juste avant la pandémie, une prestigieuse bourse, un fellowship, ça s'appelle le Harkness Fellowship. C'est un peu comme le Rhodes Scholar. Tu es allé à Boston, travailler avec des tops dans le domaine de la santé, donc à Harvard. Et là, bon, il y a eu la pandémie, tu as quand même terminé une bonne partie de ça. Et là, tu es de retour et tu es lancé dans le feu de l'action avec toute l'organisation des soins de première ligne. On t'a vu justement à l'Assemblée nationale et donc plusieurs de nos collègues ont regardé live avec le ministre de la Santé et les différents représentants en santé te questionner sur ton rapport. Tu es la seule chercheure à être invitée à soumettre un rapport sur l'organisation des soins de première ligne. Tout ça pour dire que c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui, Mylène. On sait que tu as un horaire extrêmement chargé, donc merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis avec le Living Lab depuis les premiers débuts. Là, ça fait 5 ans qu'on a fait une rencontre avec des décideurs, des gestionnaires, des cliniciens en personne à Charlevoix pour dire ça serait quoi les priorités pour le Living Lab. Puis je vois même que depuis ce temps, on a recruté plein de nouvelles personnes. Donc, ça me fait plaisir de participer. Puis, Mylène, le temps passe vite, mais pas aussi vite que ça. Ça fait un peu plus que 2 ans. Ça fait 5 ans. Pandémie. Time flies when you're having fun, comme on dit. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, tu travailles avec nous dans le Living Lab et tu es une des mentors de ce stage présentement qui a environ une vingtaine de stagiaires. Alors, Mylène, d'abord, on va te questionner sur le côté recherche de qu'est-ce que tu fais. Mais j'aimerais savoir, tu sais, dans le fond, tu étudies quoi exactement pour les personnes qui t'écoutent? Donc, parce que là, les gens, bon, ils veulent un accès aux médecins de famille, par exemple, OK, un accès aux soins de première ligne. Et c'est un problème. Beaucoup de personnes n'ont pas de médecin de famille. Et ils s'inscrivent, par exemple, à des guichets d'accès, ils essaient d'avoir une place, il y a de l'attente. Tout ça est assez complexe pour le commun des mortels et même nous, en recherche, c'est assez compliqué.
Et là, bien évidemment, toi, tu étudies ça. Tu étais une des premières, je pense, à étudier comme les guichets d'accès au Québec. Tu fais partie de groupes internationaux à ce niveau-là. Et évidemment, le gouvernement est très assoiffé de tes connaissances de ce côté-là. Alors, pourrais-tu nous dire d'abord, qu'est-ce que tu fais en recherche et comment est-ce que tu penses que ces informations-là vont aider le gouvernement à prendre des décisions pour améliorer l'accès et comment ça va nous aider, nous, comme citoyens qui attendons un médecin de famille? Oui, tu le dis bien, moi, ma programmation de recherche est vraiment articulée autour de l'accès aux services de première ligne. J'ai commencé à m'intéresser, moi je fais de la recherche appliquée. Je dis souvent opportuniste, mais dans le sens que c'est selon les besoins souvent de mes collaborateurs avec la problématique d'accès. J'ai commencé mon post-doctorat en 2009, puis à l'époque, on mettait en place les guichets d'accès aux clientèles orphelines, ceux qui n'ont pas de médecin de famille, on faisait des listes d'attente centralisées. Je pense que le timing, je commençais mon postdoc, je m'intéressais à l'accès, c'était quelque chose de nouveau. Les gestionnaires de la Montérégie m'avaient dit ça serait le fun que tu fasses un projet d'implantation pour évaluer ces listes d'attente-là centralisées. Et j'ai fait mon postdoctorat, puis assez simple. Là, ma question, c'est quoi? Je regardais leur fichier Excel, là, puis il y a 11 guichets en Montérégie. Là, je regardais sur les fichiers Excel simplement combien de patients sont en attente d'un médecin, combien de nouvelles prises en charge, vraiment simplement. Puis je me suis vraiment intéressée à cette initiative-là qui était mise en place à l'époque. Puis vous savez, des chercheurs, on soumet souvent des protocoles de recherche en vue d'avoir des subventions. Moi, ma philosophie, c'est toujours être en action. Puis j'avais mon postdoctorat là-dessus. J'ai eu une bourse postdoctorale. Alors, à l'époque, il y avait des agences de santé au niveau régional. Ils m'avaient donné une bourse postdoctorale, puis ils m'ont dit si tu obtiens une bourse postdoctorale, tu garderas cet argent-là comme fonds de démarrage. Fait que j'avais un fonds de démarrage pour faire ce projet-là. J'ai soumis 3 fois plutôt qu'une à un fonds au Québec pour avoir une évaluation de l'implantation des guichets d'accès aux clientèles orphelines à l'échelle du Québec. Fait que, vraiment, c'était ma première subvention d'importance comme jeune chercheur. Là. Les années passent, mon postdoctorat de 2009 à 2012. J'ai eu 2 bébés, fait que j'ai pris 2 courts congés de maternité. J'ai fait 3 ans de postdoctorat en calendrier, mais 2 ans dédiés à la recherche. Puis je m'intéressais vraiment à qu'est-ce qu'on apprend de l'implantation de ces guichets-là. J'étais la première, ça commençait, puis j'étais la première chercheure, c'était mon postdoc. J'avais un lien très privilégié avec l'agence de la Montérégie. J'ai soumis 3 fois, j'ai finalement eu une subvention importante pour faire une analyse d'implantation sur les guichets. Puis je dis toujours, moi, j'étais en mouvement. Alors, c'est ma première subvention importante. J'étais dédiée à qu'est-ce qu'on apprend de ces listes d'attente centralisées, qu'est-ce qui fait que les médecins participent, qu'est-ce qui fait qu'on a des questions assez simples. Puis aussi, comme j'avais une subvention, j'étais en action, j'ai appris que par une demande du ministère, moi, j'étais en étroit partenariat avec le ministère. Puis étrangement, moi, j'aimais ça à Québec. J'allais à la direction de l'organisation des services de première ligne en personne. Je prenais 15 minutes de rendez-vous. Puis je vous le dis, 15 minutes, là, j'en prenais 12, puis après, on parlait d'autres choses. Pour vraiment savoir, eux autres, moi, je suis spécialisée sur les guichets. J'arrêtais de les voir en personne, puis qu'est-ce qui se passe? Ils me donnaient leur fichier Excel. Fait que, c'était vraiment, ils pensaient à moi pour les guichets. Fait qu'ils m'ont appelé, ils ont dit hey, il se passe quelque chose au Manitoba, ils ont mis en place ces guichets d'accès en Ontario. Puis je leur demandais souvent des choses, puis une fois, quand ils m'ont demandé ça, je disais je vous reviens, je vais faire mes devoirs pour me rendre compte qu'il y avait 6 autres provinces qui ont mis en place ces guichets d'accès, ces listes d'attente centralisées. J'ai déjà tous mes contacts au Québec. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai monté une demande, puis on a eu une subvention des IRC pour analyser ces 7 guichets au Canada, mais c'était de la recherche très descriptive. C'est quoi les modèles logiques? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis on a organisé, puis toutes les provinces étaient en train de le mettre en place, puis ils étaient intéressés des résultats de chacun. Fait que je pense que ça a été vraiment ma première carte d'entrée plus pan-canadienne. Puis on a organisé une réunion en personne à Toronto. Plein de gestionnaires du Québec sont venus. C'était vraiment des gens on était en plein d'implantation, les défis, puis on ferait ça aujourd'hui, puis vous savez que les guichets d'accès aux clientèles orphelines, c'est encore une problématique ou un important défi au Québec. Fait que ça a été comme ma première carte, je veux dire, une subvention, puis de la recherche, chez moi, mes questions, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ces mécanismes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients orphelins, puis en 2009, quand on les a mis en place, ça se voulait temporaire, mais en 2022, puis vous le savez que c'est toujours important et c'est une importante porte d'entrée. Je pense que ça m'a donné une grande crédibilité aussi. Le fait de dire, hey, en Ontario, ils ont des guichets centralisés, c'est une problématique importante. Nouvelle-Écosse, c'est qu'on a vraiment développé ce côté-là. Puis j'essaie de me départir des guichets d'accès aux clientèles orphelines, pour moi, c'est un des gros thématiques de ma programmation.
comme c'est toujours aussi problématique, les décideurs sont encore toujours aussi friands de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et j'ai donné le leadership parce que j'ai l'étude pan-canadienne. Maintenant, on a eu 2 grosses subventions dans 3 provinces, Ontario, Nouvelle-Écosse, Québec, pour évaluer l'efficacité de ces guichets-là. On a eu une autre subvention pour qu'est-ce qui arrive des patients orphelins en contexte de COVID. Et pour moi, c'est comme une grosse vache à lait, si vous voulez. Il y a beaucoup de sous pour rapport à cette problématique-là qui est super importante. Puis moi, ma spécialité, c'est vraiment l'organisation des services et il y a vraiment de l'intérêt. Mon autre élément au niveau de la recherche, j'ai commencé mes dents, si vous voulez, c'est vraiment sur les guichets d'accès aux clientèles orphelines. Comme je vous ai dit, ces listes d'attente centralisées au début de mon postdoc. Et très rapidement, encore là, ma stratégie, c'est toujours à la théorie des petits pas, commencer des projets pilotes. C'est moi, les guichets d'accès, là, je travaille depuis mon postdoc, mais je pense que ça va être encore 10 ans. Je me suis intéressée à l'implantation de l'accès adapté. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi ce modèle-là? En 2012, je commençais comme prof. La FMOQ, j'avais des bons contacts. Ils sont venus me voir en personne à Longueuil, avec 2 personnes de la FMOQ, une personne du ministère, puis ils ont dit « Mylène, tu es une jeune chercheure, tu devrais checker ça, l'accès adapté, ça va être super important pour améliorer l'accès. Moi, je m'intéresse à l'accès. » À l'époque, la FMOQ, puis je pense que c'était clairement instrumental, ils m'ont donné 2000 $. On dit « Fais une première étude, puis 2000, on sait que c'est rien, mais tu devrais t'intéresser aux premiers médecins de famille qui disent qu'ils font de l'accès adapté comme solution pour améliorer leur accès. » Puis j'ai interviewé les 15 premiers médecins au Québec, là, puis on parle de 2012-2013, les premiers, puis souvent c'était un médecin dans une clinique, c'était vraiment pas un modèle qui était très connu. Oui. Messieurs, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi l'accès adapté pour ceux qui ne le savent pas? Oui, effectivement. Bonne question. C'est un modèle qui est inventé, ça fait 25 ans aux États-Unis et en Angleterre, qui est une manière d'organiser sa pratique pour être plus accessible. C'est vraiment un redesign de ta pratique. On n'ouvre plus l'agenda sur plus de 4 semaines en avance. On garde toujours des plages horaires disponibles pour les rendez-vous urgents. On travaille plus avec les autres professionnels. C'est vraiment une manière de changer sa pratique dans la planification puis la prise de rendez-vous. Maintenant, aujourd'hui, il y a presque plus de médecins qui donnent des rendez-vous 3 mois d'avance. Mais en 2010, là, tu voulais prendre rendez-vous, tout était booké des mois et des mois d'avance, il y avait moins d'agilité. C'est vraiment des principes directeurs basés sur la gestion des opérations. J'ai eu une petite subvention, mais on a fait une étude exploratoire auprès des premiers médecins, puis j'aimerais dire que j'étais en mouvement. J'avais un fonds de démarrage de 100 000 puis une subvention de la FMOQ de 2 000. Ce n'était pas le 2 000 de la FMOQ, mais c'était le symbole. Tous les médecins que j'ai interpellés ont dit oui parce que j'étais dans les premiers médecins adopteurs. Et là, moi, je m'intéressais, c'est quoi l'implantation de l'accès adapté de ce modèle-là? C'est vraiment de la recherche appliquée. Qu'est-ce que ça veut dire pour des médecins? C'est quoi les avantages, les désavantages d'implanter ce modèle-là dans ta pratique? Et j'ai fait ça sur les premiers médecins entrevus. Et ensuite de ça, j'ai soumis Réseau 1, qui était, pour ceux qui le connaissent, il subventionne des petits projets. J'avais soumis un petit projet. Qu'est-ce que c'est l'accès adapté dans des GMFU, les groupes de médecine familiale universitaire? Tout le monde disait qu'il faisait de l'accès adapté. Quand on creusait un peu, j'en fais, mais après, il y avait une pratique très, très variable. Alors, on s'est mis en mouvement. J'ai une subvention du RISIC, une subvention d'une fondation à Sherbrooke. Et finalement, quand je dis je me mets en mouvement, on a finalement eu une grosse subvention aux IRSC pour faire un portrait de l'implantation de l'accès adapté dans tous les GMFU au Québec. Pour voir, justement, quand je vous dis, tout le monde dit qu'ils en font. Puis maintenant, c'est un projet qui continue toujours. On a eu une subvention pour accompagner des GMF dans la région de la Montérégie, pour accompagner les médecins et les autres professionnels à améliorer leur implantation d'accès adapté. Parce qu'on sait que ça prend du coaching externe pour changer ces pratiques-là. On a eu des résultats extrêmement intéressants on termine l'étude. Et là, le ministère de la Santé et les IRSC investissent pour 900 000 pour les 4 prochaines années pour qu'on fasse plus de GMF. Notre limite, c'est notre capacité, mais parce qu'on y croit, il y croit que d'avoir un coach externe pour accompagner les GMF dans des projets d'amélioration continue de la qualité. Peut-être pour dire que moi, ma recherche, je m'intéresse, là, on a un projet, on est des chercheurs. Qu'est-ce que ça donne comme effet probant d'avoir un coach de qualité dans l'accompagnement? C'est quoi les stratégies pour améliorer l'accès adapté? Parce qu'il y a des conseils là, basés sur l'amélioration continue de la qualité. Pas faire 5 projets en même temps. T'en choisis un, on peut faire plein de choses pour s'améliorer. Puis nous, on guide les cliniques. Et voici la liste des choses que vous pourriez faire pour vous améliorer. Puis c'est eux qui choisissent. Puis la liste, l'accès, là, c'est surprenant quand tout le monde dit qu'ils font de l'accès adapté. Quand tu regardes, le délai moyen, c'est au moins 15 jours
le troisième rendez-vous qui est un indicateur d'accès qui est vraiment pas bon. Fait que même dans les meilleurs qu'on a trouvés, c'est 7 jours. Fait qu'il y a un potentiel de s'améliorer, peu importe le point de départ. Puis nous, on les coach, je dirais, OK, bien, qu'est-ce que vous voulez commencer? L'algorithme d'aiguillage d'un patient. Puis le patient appelle de bien comprendre à qui l'envoyer, selon quel motif, puis défaire le mythe que ce rendez-vous rapide, 48 heures pour tous, c'est pas vrai. Un rendez-vous rapide peut être dans 2 semaines, c'est pour un suivi, represcription, comment. Il y a plein de stratégies. Un autre domaine qu'on évalue, qu'on travaille avec eux, c'est comment bien travailler leur agenda, garder des plages horaires. Fait que c'est des trucs en gestion des opérations. On accompagne, puis on voit vraiment des effets probants sur l'accès. Alors, mes 2 projets de recherche phares, j'ai beaucoup de projets subventionnés, mais c'est vraiment les patients orphelins, puis qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'accessibilité basée sur de la gestion des opérations, organisation des services dans les JMF. Les 4 prochaines années, les gens y croient, puis je pense qu'il y a nos résultats d'accompagnement pour améliorer. C'est pas juste dire on fait de l'accès adapté, c'est pas juste de l'audit feedback, voici, vous êtes rouge, vert, jaune dans telle dimension, vous devriez vous améliorer. Les gens ne savent pas nécessairement comment s'y prendre pour s'améliorer. Puis je pense qu'on était assez convaincants pour que le ministère et les IRSI ont embarqué. Et donc, Mylène, tu sais, fait que toutes ces années, toutes ces publications-là, tu as vraiment commencé par l'étude de médecins qui faisaient de l'accès adapté sur le terrain, des sondages beaucoup plus importants, comparaison entre les provinces, et maintenant tu es rendu vraiment dans le coaching à quelque part. Tu es financé pour coacher des personnes et évaluer l'impact de votre intervention, dans le fond. C'est une étude d'intervention que vous faites. C'est une étude d'intervention, puis je pense que peut-être, je ne sais pas, l'expérience ou pas, je fais de la recherche appliquée, je travaille concrètement avec des cliniciens, des décideurs, puis je pense qu'ils ne voient pas tant qu'on est un projet de recherche. Moi, je suis une chercheure d'abord et avant tout, mais je pense que le côté très appliqué, avec de l'accompagnement, que là, on le voit moins, le côté recherche. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Il existe. Donc, c'est intéressant parce qu'encore une fois, pendant vraiment plusieurs années, les gens, les participants au projet de recherche, que ce soit des cliniciens ou des patients, trouvaient qu'ils ne voyaient pas leur compte. Qu'est-ce que ça me donne? Moi, je participe à beaucoup d'études. Alors là, dans le fond, vous autres, vous faites de la recherche, vous récoltez des données à quelque part, mais vous intervenez pour aider finalement des professionnels et finalement les patients en bénéficient. OK. Si, exemple, as-tu des cliniques dans Charlevoix? Êtes-vous impliqué dans Charlevoix? Pas encore aujourd'hui. On a commencé en Montérégie. Il faut savoir qu'on avait une subvention FRSQ SRAP qui était d'accompagnement. Puis probablement que c'est ce qui a orienté un peu le design de notre projet de recherche. 75 de la subvention devait être utilisée en accompagnement et en action et 25 en recherche. C'est vraiment là qu'on a fait nos dents. Puis on croyait, c'est juste avant la pandémie, à le côté proximité, d'être proche des cliniques, d'y aller. Puis notre partenaire principal, c'était fait par, on fait un appel, puis vous soyez jumelés comme un 6. Nous, on a pris la Montérégie, puis déjà, on était spécial parce qu'on en a pris 3, parce que la Montérégie, c'est 3-6. Fait qu'on n'est pas encore déployé en Charlevoix. Mais là, en la date que je vous parle aujourd'hui, on vient d'avoir, comme je viens de vous dire, une subvention pour faire un projet d'intervention avec 25 GMF dans l'accompagnement. Et la première année va être dans 3 régions près de nous. Et la 3e année, il pourrait y avoir Charlevoix pour un projet d'intervention. Bon. Mais il faut que... Puis, en fait, ironiquement, moi, j'ai toujours trouvé que recruter des GMF à participer à des études, ça a toujours été un défi. Et depuis 2 ans, on a une liste d'attente de GMF parce que, justement, on est un projet de recherche, mais on est surtout... Tu bénéficies d'un coach de qualité externe. On regarde vos données personnalisées. Même la première fois, on est en train de recruter des GMF, puis ils me disent, mais là, ça va nous coûter combien participer à votre étude? Parce que vous nous dites, vous nous amenez le lunch, vous nous donnez des crédits de formation, un coach externe. Mais on dit, bien, il faut, oui, mais nous, les 2 critères pour participer à notre étude, il faut que vous dites oui, une rencontre de tout le personnel un soir, le week-end, ou souvent c'est le midi ou le soir. On a fait, si vous êtes 50 professionnels, incluant les secrétaires, il faut que tout le monde soit libéré pour ce happening qu'on vous présente vos données. Puis on demande à chaque professionnel de prendre 15 minutes de leur temps pour répondre à notre sondage. On essaie d'être le plus minimaliste possible, dans le sens qu'on se branche sur leur DME. Fait qu'on demande à la personne, donnez-nous l'autorisation, on vous branche sur le DME. Et la première étape d'un cycle d'amélioration continue de la qualité, c'est présenter des données.
données personnalisées, pas des données de RAMQ, là, 6 mois. Là. On se présente, voici les données de là, 2 semaines, voici votre portrait depuis les 6 derniers mois. On présente aussi une pratique réflexive à chaque professionnel. Ils reçoivent leur portrait s'ils lèvent la main, personnalisé à eux-mêmes. Puis quand on présente à l'équipe, il n'y a jamais de nom. Il y a la dispersion, voici la moyenne, la médiane. On compare à quelques. Là, on est rendu à 8 cliniques, fait qu'on compare à d'autres GMF. Les gens aiment ça. Mais on ne donne pas de nom. Le but n'est pas. Tu sais, notre objectif, c'est très, très bon si on veut que tu t'améliores. C'est très, très mauvais, on veut que tu t'améliores un peu. C'est tout dans la philosophie du mouvement positif. Puis même, on a vu là, des réticents, ça ne les intéresse pas, sont bons. La plupart, ils viennent à notre gros happening malgré tout. Tu sais, ce n'est pas si fréquent. Un lunch, crédit de formation, c'est un 2 heures, tout le monde est là. Ils sont assis, ils ne sont pas certainement de se mettre en mouvement, mais il y a vraiment, après, on demande qui veut participer au comité. On refuse du monde maintenant parce qu'il y a plus que 10 personnes sur un comité, c'est moins gérable. Puis il y a un effet d'entraînement. Les gens, ils voient concrètement, les professionnels, ils veulent s'améliorer, puis améliorer son accès. Si tu as des coachs qui vont dire que tu devrais faire ça, des conseils, puis on travaille un projet collectif, il n'y en a pas tant de réticence. Puis maintenant, aujourd'hui, nous, avec plusieurs observations, même les gens qui étaient très réticents, ils disent là, c'est à mon tour, là, je veux du conseil, c'est pour améliorer sa propre pratique. Un des plus grands cas, c'est un médecin près de la retraite, ses rendez-vous étaient des 60 minutes par patient. Vous comprenez que c'est difficile d'être équilibré, mais là, elle est prête à passer de 45 minutes en transition à des rendez-vous de 30 minutes. Pour nous, c'est ça, c'est exceptionnel comme outcome dans quelques temps. Et donc, c'est intéressant. Donc, ce que vous faites, d'ailleurs, une des interventions qu'on connaît qui fonctionne très bien en médecine pour changer le comportement, c'est de monitorer le comportement. Donc, par exemple, on te donne à toi comme professionnel, bon, tu es en attente, je ne sais pas trop là. Et puis, on te compare à une moyenne ou même ta facturation. Il y a plusieurs provinces là, qui fait. La facturation, c'est intéressant, mais je pense que c'est une pratique en amélioration continue à délaisser parce qu'elle n'est pas agile. Mais bon, on pourrait s'en reparler. Okay. Il y a des choses intéressantes. Là, bon, les gens peuvent avoir une idée. Tu sais, moi, comme spécialiste ou comme médecin de famille, comment je me compare à un ensemble dans mon territoire, l'âge de ma clientèle, la complexité, etc. Ouais. Bon, c'est vraiment... Donc, juste finalement, de se donner de l'information. Si vous voulez, par exemple, en psychologie, si les gens veulent perdre du poids ou juste prendre note de ses calories, c'est déjà beaucoup. Juste noter ce qu'on mange, finalement, te fait mieux manger. Juste de... fait, dans le self-monitoring, c'est vraiment super important. Donc, vous donnez de l'information, vous démontrez les meilleures pratiques à des médecins. Mais moi, je veux dire, ce qui est extraordinaire là-dedans, quand même, c'est que vous réussissez quand même à rencontrer des médecins en personne. Donc, juste ça, c'est énorme parce que les gens, c'est un gros défi de rencontrer des cliniciens pour leur parler de quelque chose, d'une initiative en dehors des congrès. C'est des gens qui travaillent 55 heures semaine. Mais comment tu fais ça? Les médecins travaillent fort, mais tous les autres professionnels, je pense qu'il ne faut plus parler juste de médecins par rapport. L'infirmière, travail social, puis nous, c'est une vision collective. On a médecins, travailleurs sociaux, ils sont tous occupés. Qu'il faut, comme équipe de recherche, là, il faut minimaliser, pour que quand on leur parle, que ça soit super efficace. Puis nous-mêmes, là, la demande était, on a montré des effets probants super intéressants avec 8 GMF. Mais notre équipe n'a pas la capacité d'en faire plus. Puis là, on essaie de faire, là, notre prochain défi, c'est de faire des cohortes, même que là, on fait ça. Pour un changement, on fait, mettons, un groupe de professionnels. Fait que maintenant, ce n'est plus un médecin avec notre équipe, c'est 5 médecins ou 5 travailleurs sociaux en cohorte. C'est 15 minutes ou 30 minutes, le plus court possible. Puis ça se met bien souvent, là, quand on les suit, on dit, OK, on se reparle aux 3 semaines, 15 minutes au téléphone avec la secrétaire, parfait. Puis, fait que le moins possible pour qu'ils voient un impact. Il ne faut pas aller dans les longues discussions de part et d'autre pour qu'on soit efficient. Un autre élément, c'est la collecte de données. C'est l'élément fort quand on fait un changement, d'être capable de monitorer ce changement-là. Nous, ce qu'on fait, on demande le moins de choses possible. C'est vraiment la vision qu'on a. Et qu'est-ce que tu demandes? Puis c'est là qui est intéressant. Je suis convaincue du potentiel de l'élément. On se branche avec leur DMI. Ils nous donnent l'autorisation. Fait qu'on a un accès pour ceux qui ne savent pas, c'est le dossier médical électronique. Okay.
Puis je peux vous dire qu'on est polyglotte des DME. Peut-être, François-Olivier, ça va t'intéresser. On n'a pas Minimed parce qu'on n'est pas en Estrie pour l'instant, c'est majoritairement en Estrie, mais ils nous donnent l'autorisation. Fait concrètement, mettons, avec un médecin, on calcule, nous, on a 6 indicateurs organisationnels sur l'accès qui sont nos chouchous, dont le 3e rendez-vous disponible. C'est le plus intéressant. C'est super simple. On regarde dans l'agenda. Aujourd'hui, si je prends rendez-vous avec mettons, le médecin ou l'infirmière, c'est quoi la 3e plage horaire disponible? Puis ça, c'est l'indicateur, vraiment le gold standard dans la littérature. Bon, idéalement, il est entre 0 et 2. Nos meilleurs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est 7 jours. Puis après 28 jours, on arrête de calculer. Fait que ça montre vraiment. Puis ça, c'est un indicateur il est manuel. C'est lui qui nous demande plus de temps. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui se lève à 6 heures du matin tous les mardis pour calculer cet indicateur-là. On a d'autres indicateurs. Là, on le fait avec 3, peu importe le DME, le dossier médico-électronique que la clinique utilise, on va les calculer nous-mêmes. Fait que ça, c'est notre équipe, puis on leur donne après. Puis après, on a même essayé avec une clinique, ils veulent garder ces indicateurs-là. On essaie de les faire graduer, de calculer encore nos indicateurs. Ça prend quand même du temps ou une technique pour le faire. Fait que c'est ce qu'on leur donne. Puis là, on pourra s'en parler, François-Olivier. On a investi dans un robot. Là, il n'est juste pas branché actuellement pour remplacer exactement ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle pour reproduire nos indicateurs. Puis on veut être autonome dans de l'amélioration continue de la qualité pour que tes indicateurs ils te donnent un feedback sur le changement que tu veux faire. Fait que, on sait que peut-être qu'il y a des chantiers d'amélioration qu'on pourrait faire que les indicateurs ne seraient pas appropriés. Il faudrait reprogrammer le robot selon les indicateurs qu'on veut. Mais là, pour nous, c'est comme déjà un gros succès qu'on a programmé un remous avec un DMI pour automatiser nos indicateurs. Parce que l'année prochaine, on va faire 30 cliniques et pas 8. Fait que, on prépare ça. Puis là, il est tout prêt, il est acheté, il est configuré. La seule chose, c'est qu'on s'est dit qu'on allait informer l'éthique qu'on allait faire. Puis après, nos lettres pour TELUS, puis tout ça, sont prêts à dire, on ne leur demande pas la permission, on les informe, puis on a l'autorisation des cliniques médicales. Fait qu'on on en est là. Puis ça, je pense que d'avoir cette infrastructure en arrière, ça va nous permettre d'aller plus loin et d'automatiser cette réflexion que les professionnels n'ont pas ces indicateurs-là. Fait qu'on travaille fort pour qu'il y ait un feedback personnalisé aux professionnels, qui est la première étape dans un projet d'amélioration continue de la qualité. Bon, alors, merci pour tout ça, Mylène. Moi, j'aimerais maintenant m'éloigner un petit peu plus de tout le détail de tout ça, de la recherche, puis mettre ça dans une perspective un peu globale. Donc, on voit vraiment que toi et ton équipe, vous avez pris une position de leadership au niveau du Québec pour améliorer l'accès ou du moins le monitorer pour que, vous avez déjà des plans d'intervention. Le gouvernement vous donne et les concours, vous les gagnez de façon très juste aussi dans des concours compétitifs. Et vous avez aussi des fonds du ministère pour faire des projets. Vous avez énormément de succès pour faire ce que vous faites. Et vous avez une compréhension assez quand même nuancée de tout ça. Alors là, tu es invité par le ministre de la Santé, le ministère, en tout cas à cette commission sur, comment ça s'appelle, la loi 11 en fait? Oui, le projet de loi 11, est-ce que tout le monde est au courant du projet de loi 1? C'est sur que les médecins travaillent en heures défavorables ou qu'ils prennent plus de patients, vraiment qu'ils soient plus accessibles. Là, ils ont pris une voie législative. Le projet de loi, moi, j'ai été invitée le 17 décembre. C'est très politique, behind the scenes, ils font leur liste, il faut que les 3 partis politiques soient d'accord. Puis là, les associations médicales. Je me suis retrouvée de manière politisée, mais il faut dire que ça fait plusieurs années, ils me connaissent, l'accès. Puis c'est un projet de loi qui touche l'accès. Puis j'étais même contente qu'ils avaient pensé à moi, malgré que c'est beaucoup de travail, mais je travaille sur les guichets d'accès aux clientèles orphelines, les GACO, puis je travaille sur l'accès adapté. Le projet portait la première partie sur le guichet d'accès aux clientèles orphelines, puis l'autre partie sur l'accès. Je me suis sentie vraiment interpellée de prendre la balle au bon. Vous savez que, on a, comme académicien, on a le luxe de choisir qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, quand même une grande marge de manœuvre, mais après ça, il faut quand même le faire. Le 17 décembre, je ne sais pas pour vous, là, mais habituellement, moi, dans le temps des fêtes, je travaille moins. Et il me demandait un rapport le 10 janvier. Mais en fait, c'est drôle parce que je me suis fait appeler le 17 décembre, puis il ne t'appelle pas, il dit ça t'intéresserait-tu de bien se signer par quelqu'un? Puis après, moi, j'ai eu un courriel, une convocation officielle, mais ça me dit oui, non, là, voici telle heure, telle date, on attend votre rapport.
Fait que je sentais que si j'étais un chercheur en recherche appliquée, j'ai toujours dit que je voulais influencer les choses, que c'était pas un article scientifique qui allait nécessairement m'aider, puis des chercheurs, on est friands de publications, subventions, mais que c'était comme une mécanisme si je voulais me faire entendre. Je ne peux même pas faire tu sais, j'ai une grosse équipe. Ils m'ont aidé une partie, mais il y a un bout, je pouvais juste l'écrire tout seul, mais ça m'a. L'effet d'avoir écrit ce mémoire-là, peut-être c'est bien que c'était Noël, ça m'a donné de la marge de manœuvre parce que j'avais des journées libres de congé que j'ai converti en travail, mais aujourd'hui, je me fais inviter sur beaucoup, beaucoup de plénières qui est en lien avec mon mémoire que j'ai déposé, que j'ai présenté. Bon, je me suis réécoutée, j'ai parlé extrêmement vite. Pour ceux qui me connaissent, j'étais nerveuse, mais comme jamais. Là. Et là, aujourd'hui, elle parle lentement. Oui, c'est ça. Puis même, ils m'ont donné la date à 24 heures d'appui si ça n'a plus lieu. Moi, j'ai juste dit, hey, j'aimerais ça venir en personne. Tu sais, j'ai travaillé, écoute, je ne sais plus combien de jours, mettons 8-9 jours à l'écrire, ce rapport-là, avec des données probantes, vraiment ce que je connaissais tout, mais il fallait juste l'écrire. J'étais allée le présenter à personne, d'une part, parce que, bon, avec la COVID, il avait dit on aimerait mieux pas, mais si vous insistez, vous pouvez venir. J'ai insisté, j'étais tout seule à venir présenter. Puis, j'ai pu parler directement au ministre, il n'y avait pas le choix, c'est lui qui l'animait, mais passer des messages. Puis, depuis cette présentation-là, qui n'est pas tant la présentation, je pense que le mémoire a un peu circulé, j'ai été invitée, même la semaine passée, le président de la FMOQ m'a invitée à dîner. Bon, pour parler de mes projets de recherche. J'ai été invitée au congrès de la FMOQ en plénière pour présenter mes projets sur l'accès. Et j'ai été contactée par plein de cliniques médicales spontanément, me dire hey, pouvez-vous nous aider? Moi, je n'avais pas vu qu'il y aurait un effet aussi structurant, même pour mon recrutement clinique ou pour mes liens. Là, vendredi passé, depuis ce temps-là, la FMOQ dit on va t'aider, on veut vous améliorer sur l'accès, voyez le Québec. Fait que je pense que mais il faut dire que je suis externe, puis on offre une solution. On ne dit pas, bon, écoute, les médecins, c'est leur problème. Il y a des solutions, puis il faut les accompagner dans les solutions. Voici ce qu'on a développé. Et je pense que ce n'est pas très menaçant. Et on offre une solution concrète. Et tu as une solution concrète, beaucoup d'expérience de recherche, mais en même temps, tu n'es pas médecin, membre du syndicat de la FMOQ et tu n'es pas du ministère de la Santé. Donc, il y a encore tout cet élément-là ajoute beaucoup à la crédibilité à ton domaine. Et tu recherches des solutions et tu ne critiques pas de part et d'autre là, les interventions. Tu es assez prudente, tu connais bien les gouvernements, tu sais comment ça fonctionne. Je dis toujours aux personnes, si vous voulez savoir comment parler à des gens du gouvernement, demandez à Mylène Breton et son équipe. Tu connais bien comment ça fonctionne et je ne dis pas ça de façon, tu sais à qui faire un pitch de tant de minutes, c'est quoi ton auditoire. Des genres de personnes que je ne connais pas nécessairement. Mais tu le dis bien, Richard. Moi, je pense qu'il y a des éléments clés, puis c'est très transversal pour tous les pitchs qu'on veut faire. Là. Jamais plus que 15 minutes, puis après, c'est du blabla. Jamais de méthodologie ou, tu sais, garde-la en annexe. Puis je pense que c'est souvent le défaut d'un chercheur. On présente vraiment la méthode, la rigueur. Moi, je pense qu'on me donne la crédibilité. Chercheur, je présente jamais la méthode. Puis c'est pas parce que ça n'intéresse pas les gens, mais je trouve que c'est une erreur. On vient vite dans le côté plate à écouter. Ils poseront des questions après. Il faut que tu sois solide, par exemple. Il faut que tu sois écrit. Mais ce n'est pas quelque chose que tu mets de l'avant. Mais il faut que tu sois capable de répondre. Il y a toujours des gens qui posent des questions. Même moi, je recrute. Hey, tu pourrais-tu m'envoyer le protocole de 12 pages? Là? Jamais je vais l'envoyer s'ils me le demandent parce que je trouve que ça fait du bruit pour rien, mais il y en a vraiment qui vont le demander. Fait qu'il faut que vous soyez prêts. Version longue, mais on présente toujours la version courte. Fait que, donc puis là, la question, c'est que plus tu avances, et ça, c'est un enjeu vraiment important dans le leadership, en fait, dans une mission qu'on se donne, parce que ça peut sortir, tu sais, ça peut partir dans toutes les directions, et c'est toujours la question de capacité. Donc, c'est quoi ta mission et c'est quoi la capacité que tu as? Donc, plus toi, tu travailles sur l'échelle d'accès, l'accès adapté, là, on voit que tu es de plus en plus en demande, vous avez plus de subventions, plus d'étudiants. C'est gigantesque comme travail. C'est un travail très opérationnel. Même si vous êtes devant les personnes, c'est un peu différent du Living Lab. Tu sais, nous, on est dans les mobilisations un peu plus. Bon, c'est vraiment opérationnel. C'est très... beaucoup de détails, beaucoup de papier, beaucoup de...
tu ne trouves pas ça étourdissant quelque part? Là, plus ça grossit, comment tu fais ça sur le plan du leadership? C'est une bonne question. C'est clair que moi, je suis une fille d'équipe, puis même, je suis incapable de travailler seule. On a chacun ses forces. Là, moi, puis dans tout ce qu'on a développé dans l'amélioration continue de la qualité, j'ai une collègue, Isabelle Gabourou, qui a mis beaucoup plus les mains dedans, si vous voulez, qui est à toutes les réunions. Moi, c'était prévu que j'en fasse, mais j'étais en sabbatique à Boston à l'époque. Fait que je me suis comme plus retirée de ces éléments-là. On a une équipe, hein, puis moi, j'engagerai encore plus de personnes avec des compétences. Fait qu'on a au moins 4 personnes à temps plein derrière nous. Puis rapidement, moi, j'implique tout le monde, puis rapidement, je donne les balles aux autres parce que c'est trop à gérer. Malgré tout, il y a comme un équilibre parce qu'il faut se mettre les mains dedans. Même quand on anime une clinique, là, on en fait une cette semaine, on va à Laval, il y a 45 personnes professionnelles d'un gros GMF qui ont fini leur présence. On est 5 de notre équipe, mais on fait tout le temps un storyboard. Tout le monde a des rôles et des responsabilités. Puis moi, je me mets les mains dedans. OK, pour ceux-là, OK, c'est moi qui vais faire la secrétaire. OK, là, je vais animer ce groupe-là. On se partage les tâches parce qu'on est là, on fait tous quelque chose. Pas, OK, moi, je présente au début, puis d'attitude. On se met tout le temps, quand je dis les mains dedans, c'est vraiment, on se partage les rôles, les responsabilités. Puis il faut que ça soit clair. Puis moi, je délègue assez rapidement. Sauf qu'il y a des choses dans les courriels, les premiers, ça ne peut jamais être nécessairement délégué. Il faut montrer une présence aussi. Tu sais, un projet de recherche, oui, mais on est quand même beaucoup sur place, moi et Isabelle. Il y a tout le temps une des deux quand il y a des comités avec l'équipe. Ça montre notre engagement. Puis après, c'est sûr qu'il y a du suivi avec notre équipe, mais il y a un élément qu'il faut juste, on ne peut pas juste déléguer, il faut être présent puis participer. Et donc, tu es capable de déléguer, mais il y a quand même beaucoup de temps, tu sais, lire des mémoires, tu as plein d'étudiants, de docteurs. C'est énormément de temps, tout ça. Tu as quand même 2 enfants, 2 jeunes enfants. Moi, c'est eux qui en ont. Non. Les autres, ils sont. Je pense, comme tu dis, c'est la gestion du temps. Là. Moi, comme tout le monde, là, je suis une doer. Je me fais appeler pour le mémoire. J'écris la première version moi-même au complet. Puis rapidement, j'implique mon équipe. OK, aide-moi pour telle partie. Mais le premier draft, je l'ai fait. La même chose, là, on écrit des articles. Je me mets des journées avec mon équipe. Moi, je le fais en même temps qu'eux, mais je suis convaincue qu'ensemble, on va vraiment plus loin. Puis c'est ma philosophie. Fait que, mettons, j'écris même maintenant, j'ai un protocole de recherche, je vais soumettre là. J'ai 2 étudiants ou agents de recherche. Je les réserve pour la journée, puis on se donne toute une section, puis je suis avec eux, mais ça va beaucoup plus vite cette journée-là ensemble. C'est d'autres techniques que je pourrais vous raconter comment être efficace pour écrire, mais c'est ça. Fait que moi, je n'écris plus tout seul, mais je mets tout le monde dans une journée dédiée, puis on avance pas. Moi, en plus, je suis là, OK, quelle section tu veux prendre? Je prends la dernière section qui reste sur la table parce que ça ne me dérange pas, peu importe. Mylène, effectivement, tu sais, tu es une personne qui travaille beaucoup en équipe. On le voit, tu es très généreuse de ton temps aussi, à la fois dans le Living Lab, mais aussi à l'extérieur avec tes étudiants. Tu es très apprécié. Dis-moi, est-ce que ce travail-là, quand même, c'est quand même une mission assez technique, là, quand même. Tu sais, je veux dire, tu es là pour améliorer l'accès, les gens qui arrivent, tu sais. Puis on sait que pour beaucoup de jeunes en recherche et dans n'importe quelle carrière, il faut que tu vois la mission de tout ça. Tu sais, c'est quoi l'humain derrière ça? C'est quoi la vision? Dis-moi, y a-tu quelque chose là-dedans toi, que tu vois là, quelque chose qui t'inspire à un point? En fait, c'est drôle parce que je travaille tout le temps sur l'accès, puis tout le monde, là, on a tous des frères et sœurs ou des parents qui nous disent ça n'a pas de bon sens, j'ai pas le droit de rejoindre mon médecin, il n'est jamais disponible, blablabla. J'ai ça de tout le monde. Puis là, je me dis, encore aujourd'hui, je pense que ma mère, encore récemment, elle me dit il n'est jamais disponible. Moi, c'est cette mission-là. Puis là, je dis toujours voyons, il y en a qui sont accessibles. De ce côté-là, les patients orphelins, on en connaît tous dans notre entourage qui ne savent pas comment naviguer. Fait que je pense que actuellement, on peut faire une petite différence là, surtout ce que je vois on améliore les 3e rendez-vous. Je suis certaine qu'éventuellement, ça va être plus accessible, mais changer aussi la vision de tu n'as pas besoin de voir un médecin, franchement, pour en voir un autre professionnel, il faut que dans la clinique soit organisé, que tu puisses voir un autre professionnel pour cette situation clinique, si ce n'est pas organisé, puis c'est très. Moi, ce qui m'anime, c'est de voir ces changements-là. Puis ultimement, là, ça va être à moyen terme. Là, moi, les patients orphelins, ça se voulait temporaire. Puis là, encore plus ironique, là, je viens d'avoir une subvention la semaine passée. Qu'est-ce qu'on fait? Des services transitoires pour les patients orphelins. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'exemple du Bas-Saint-Laurent, ça l'a fait
parlé beaucoup. Partout au Québec, chaque CIS a eu des millions de dollars pour mettre en place des GAP, qu'on appelle guichets d'accès orphelins, qui est d'offrir des services temporaires pour les patients orphelins. En Montérégie, je pense que c'est 25 millions qui ont été donnés dans les 3 CIS pour mettre en place ces GAP. Moi, je ne crois pas à ça, ces GAP-là. Je viens d'avoir une subvention pour dire l'évaluation de l'implantation des guichets d'accès. Puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens de mettre 25 millions temporairement au lieu de le mettre directement dans la prise en charge. Mais là, les politiques publiques, ils ont développé ces gaps-là. Ça va répondre aux patients orphelins. Tu sais, c'est comme l'œuf ou la poule. Là. Les patients orphelins sont orphelins pendant 3-4 ans. Avec là, tu dis, je vais tout mettre pour améliorer la prise en charge, mais ces 3 années-là, ça les aide pas. Fait que, malgré que je ne crois pas à l'intervention qui est mise en place, ils ont mis l'argent. Puis moi, je suis une chercheure spécialisée dans ce domaine-là. J'ai eu la subvention des RSC pour évaluer l'implantation. Peut-être qu'une mauvaise idée, je vais convaincre que c'était une bonne idée temporaire, mais c'est le côté temporaire qui me dérange. Mais je pense que comme chercheur, ils ont mis en place ces sous-là, puis je veux participer au débat public. Là, il faut me convaincre parce que je trouve que autant que les listes d'attente centralisées, les guichets, là, j'étais là, mais ça sert à quoi? C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent qu'on a pérennisé pour l'inscription d'un nouveau patient, pour des médecins qui allaient à la retraite, des nouveaux médecins qui arrivaient, qui étaient naturels dans un système de santé. Mais des fois, il y a une politique publique, puis après ça, d'une mauvaise idée, il y en a plein qu'aujourd'hui disent que c'est une bonne idée, ces guichets d'accès centralisé. Oui, mais là, on l'a pérennisé. C'est une mauvaise idée. Est-ce que tu penses que cette idée-là, dont visiblement c'est excessivement important, est-ce que tu penses que cette idée-là va te passionner encore longtemps? Je pense que oui. Moi, tant que j'ai une équipe et qu'on a du fun ensemble, là, Joy at Work, c'est quelque chose que je crois beaucoup. En virtuel, je trouve que c'est agréable, mais moins. Il y a quelque chose qu'il faut réapprivoiser comme on travaille, mais en même temps, se déplacer, ça prend du temps. Fait que, c'est comme un peu cette tension-là. Je suis une chercheure de carrière. Je ne sais pas où je vais être dans 10 ans. Moi, je n'ai jamais voulu être chercheur, puis pour plein de mauvaises et bonnes raisons, j'ai été sur la voie recherche, là, doctorat, postdoctorat, chercheur, chaire de recherche. Fait que ce que j'aime. OK. Mais est-ce que tu voudrais être directrice d'un hôpital un jour? Est-ce que tu voudrais mettre ça en pratique? Ta mère était directrice générale de l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce. Ton père était chirurgien général rural, en fait, même. Donc, bonne question. Moi, mon rêve, c'était ça. Mon rêve, je parle de mon rêve à 20 ans. Vous savez que la vie nous rattrape et nos rêves changent constamment. Je voulais être gestionnaire, puis c'est pour ça que j'ai fait un MBA. J'ai fini mon MBA, j'étais trop jeune pour gérer quoi que ce soit. J'ai fait un doctorat en établissement de santé en voulant ultimement faire de la gestion. J'ai fait un doctorat spécialisé sur la gestion des C3S en me disant toujours que je vais finir par faire de la gestion. Puis là, on dirait que soit que je suis passée tout droit, je suis une chercheure très prolifique. Puis là, je regarde la gestion, puis ça ne m'apparaît pas aussi magique que je le voyais à l'époque. Je fais de la gestion avec quand même mon équipe de recherche. Puis je pense que le désir de gestion, je l'ai moins, mais clairement, faire de la recherche appliquée et probablement peut-être plus dans la gestion d'un établissement de santé, de recherche. Là, je pense que j'ai aucune idée. Mais je sais que les 10 prochaines années, j'ai une chaire de recherche, j'ai des subventions encore pour 4 ans. Que je vais continuer la recherche. Puis à l'âge que j'ai, je ne vais certainement pas quitter l'université avec tous les avantages que ça peut nous donner, la liberté. Je pense que quand on revient à la joie au travail, là, ce que j'aimais, moi, c'était vraiment les échanges de corridors ou même les congrès. Moi, les congrès virtuels, là, je ne sais pas pour vous, là, mais il n'y a pas d'interaction, ce n'est pas un chat, il n'y a pas la magie de rencontrer quelqu'un dans un 5 à 7. Ce côté-là, plaisir ou d'avoir, tu sais, quand on était à Charlevoix, ces échanges-là, on soupe ensemble, c'était le plaisir pour moi de travailler. Ce côté-là relationnel que pour moi, je suis une fille sociale, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, qu'on a perdu, mais on dirait qu'on a tellement développé de l'efficacité en travaillant d'une réunion à l'autre qu'on n'osera pas perdre l'efficacité pour se déplacer quand le plaisir est de se revoir. Tu sais, moi, tu me dirais, viens à Charlevoix, on a une rencontre, je fais 4 heures de route. Mais avant, on ne se posait pas, puis c'était ce plaisir-là. Fait que je ne sais pas comment on peut réfléchir dans cette joie de connexion, ces échanges qui est pour le plaisir de travailler pour moi, qui est le plus agréable. Donc, on a parlé de Joy at Work, le papier de l'Institut de Healthcare Improvement. C'est d'ailleurs toi qui nous avais amené sur cette piste-là, Mylène. Et donc, ça fait partie même des lectures là, des gens en stage.
Donc, comment implanter la joie au travail. Puis, un des éléments les plus importants de la joie au travail, c'est d'aller voir les personnes puis de leur demander qu'est-ce qui est important pour eux à leur travail. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi à ton travail? Ben, écoute, je dis des choses comme l'équilibre. J'ai clairement pas l'impression d'être en équilibre ces temps-ci, mais je pense que c'est le mythe. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je vais me refaire la semaine prochaine. Ah, ça va aller mieux la semaine prochaine, mais là, je pense que l'histoire montre que soit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent ou pas. Fait que, on dirait que l'équilibre, c'est. Je suis satisfaite quand j'ai fait, c'est ça, sans être normatif, là, mon 40 heures. Quand j'ai avancé mes projets, je sais qu'il faut que je sois avec les gens, avec le virtuel. Maintenant, moi, on se branche en ligne ensemble, puis on travaille, on ferme la caméra, puis on travaille ensemble. C'est une manière on s'est réapprivoisé la technologie pour être ensemble et collaborer ensemble, ces échanges. Et ton autre question, c'était par rapport à mon plaisir de travailler. Oui. Puis, en fait, je pense qu'on a fait des changements importants pendant la COVID dans nos rythmes de vie. Moi, je suis probablement la seule personne que tu connais qui venait à l'université quand c'était interdit pendant la COVID. Je n'ai jamais arrêté de venir à mon milieu de travail. J'habite proche de mon milieu de travail. J'ai un petit appartement. Ce n'était pas adéquat pour travailler en même temps que mon conjoint. Je n'ai pas changé je viens au bureau de 9 à 5. Mais ma journée, moi, on a des Zooms, puis on n'est jamais en retard, un après l'autre. Je pense que je dîne devant mon ordinateur depuis le début de la pandémie. Fait que je pense de réapprivoiser, quand tu dis qu'il faut retrouver un équilibre, de réapprivoiser que je mange avec les autres comme je faisais avant. Ça me prend du temps, c'est 30 minutes. Et je trouve qu'on est plus. Moi, j'ai gagné en efficacité en COVID. Je suis convaincue que je suis plus productive au sens très. Mais productive, à quel prix j'ai plus au détriment de la qualité ou du plaisir, parce que c'est hyper productif, mes choses. Moi, je fais des retraites d'écriture en ligne, là, des subventions, on écrit en 2 jours, je mets 5 personnes, aux 50 minutes, on se partage nos sections, je n'ai jamais été aussi productive. Mais ma journée est comme terne. Je ne sais pas si vous avez un peu la même problématique, mais plus productive, mais moins agréable. On n'a pas de journée terne, ça je peux te dire. On n'a aucune journée terne. Mais on n'est pas organisé comme toi. Mais moi, j'ai un système d'organisation très détaillé. Le lundi, on a une réunion d'équipe, toutes les tâches s'envoient, on a du suivi de tâches. Mais c'est très productif. Fait qu'il c'est intéressant parce qu'il y a un livre, je suis tombé dessus, je viens de le remettre dans ma bibliothèque, mais ça s'appelle, je pense que le titre s'appelle How Will You Evaluate Your Life? Okay. J'espère que ce n'est pas une question ouverte aujourd'hui pour l'entrevue. Non, mais je veux dire, c'est la question essentielle qu'on oublie souvent, qu'on perd de vue. On investit beaucoup de temps dans notre travail, dans plein de choses. Et des fois, on parle de la notion de qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ça. Fait que le temps passe et puis on se dit, bon, mais tu sais, comment qu'est-ce qui était vraiment important pour nous et comment les gens vont m'évaluer? Il y en a qui vont dire, moi, je m'en sac comment les gens m'évaluent. Moi, je fais quelque chose que j'aime vraiment. Puis je pense que c'est important. Je m'en sens que les gens ils penseront bien ce qu'ils voudront. C'est juste, c'est honnête, je suis passionné par ça. Et bon, et d'autres le font parce qu'ils sont obligés et puis travaillent sans arrêt dans quelque chose qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont un peu pris là-dedans. Alors toi, comment tu te positionnes? Tu as définitivement l'air passionné par ton domaine. Et je veux juste que les gens qui ne te connaissent pas, qui comprennent bien une chose, parce que je te connais quand même depuis longtemps, Mylène, puis il y a une chose, c'est que tu n'es pas une personne, tu es une personne ambitieuse, mais tu n'es pas une personne ambitieuse pour gonfler ton CV, puis avoir plus de publications, puis plus de subventions. Tu en parles beaucoup, tu en as parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas qui tu es, ça. C'est pas... Bien, je pense que oui, je suis ambitieuse, mais équilibrée, je ne sais pas comment dire, mais tu sais, moi, j'ai toujours eu une vision de petit pas. Fait que je pense que cette ambition-là, je l'ai toujours faite une étape à la fois. Puis vraiment, là, tu sais, j'ai commencé à publier mon premier article, je pense que c'était dans Le Point en administration, un petit journal. Puis là, ben là, moi, je suis une chercheure de carrière. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme,
OK, il faut que j'aille un J1. Puis après, bon, pour ceux qui savent, j'ai une bourse J2. Puis après, ben, OK, là, j'ai une chaire de recherche. Fait que moi, j'ai toujours voulu répondre aux attentes d'une chaire. Puis là, ça va faire 5 ans que j'ai ma chaire de recherche. Fait que là, depuis 5 ans, je suis vraiment OK, il faut que je produise, mais avec cette théorie des petits pas, les guichets puis l'accès m'ont permis d'avoir des infrastructures de recherche assez intéressantes. Puis là, ben, actuellement, c'est drôle, je suis dans mon renouvellement de chaire. Fait que là, sur les métriques de recherche, là, combien d'articles scientifiques, combien de subventions, parce que je t'ai évalué là-dessus. Mais j'ai l'impression que je vais comme par là. Puis après la chaire, ben, moi, je veux plus, ben, pas que je veux plus, c'est pas ça que je vais écrire dans mon renouvellement de chaire, mais je veux garder le rythme, mais le nombre de publications et de subventions va avoir peut-être moins d'impact que les 5 dernières années, les premières années du chercheur. Où que je veux être, je pense que je veux continuer à avoir le même rythme. Puis le but, le rythme étant pas de l'accélérer parce que là, je vais perdre l'équilibre. Et je sais très bien que pour moi, les contacts sociaux sont importants. Puis ma productivité va nécessairement diminuer dans le retour de ces déplacements-là. Tu sais, là, je m'en vais à Laval en métro, ce qui n'est pas élevé, mais là, on va recommencer à se déplacer en congrès. Tu sais, fait que mes heures travaillées devant mon ordi vont diminuer, puis pour le bien, mais ça va faire en sorte que je vais écrire moins. J'étais productive tout seul devant mon ordi. Et je pense que c'est de revoir mes attentes selon le nouveau contexte qui commence à ouvrir. Là. Je commence à avoir des événements comme vous en personne, mai, juin, juillet. Ce qui est super, c'est le vrai équilibre, si vous voulez, la vraie vie qu'on a mis sur pause 2 ans. Là. Fait que, Mylène, j'aimerais ça peut-être maintenant offrir à des gens qui voudraient poser des questions. On a vraiment des personnes de différents domaines aujourd'hui en ligne pour l'enregistrement de ce podcast. Donc, je ne sais pas si je peux peut-être... est-ce que François-Olivier, tu as une question? Donc, François-Olivier est chez Omnimed, donc il fait partie du stage aussi. Et donc, il connaît bien justement les dossiers médicaux électroniques, les données. Et donc, tu dois connaître François-Olivier d'un autre contexte, même Omnimed, tu dois connaître cette compagnie-là. Donc, François-Olivier, je ne sais pas si tu as une question. Je serais curieux de voir qu'est-ce que tu entends de Mylène aujourd'hui. Donc, on a vu quand même une personne passionnée par son travail. On a aussi vu quelqu'un qui beaucoup de connaissances techniques. C'est un truc très technique. Hein? Ton domaine il faut vraiment, donc, probablement un cerveau technologique aussi, François-Olivier, est capable probablement d'échanger avec vous autres à ce niveau-là. Oui, ben oui, super entrevue, Mylène. Premièrement, ben, moi, ça fait pas longtemps que je suis Omnimed. J'ai passé la grosse majorité de ma carrière à Toronto. Fait que j'ai connu, moi, les gaps, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Là, quand je suis arrivé au Québec, ben, comme tu l'as dit, là, j'étais c'est pas compliqué, on est 10 ans en arrière par rapport à l'Ontario. Puis un point qui m'a touché beaucoup, c'est quand tu parlais, puis moi, vraiment ma spécialité dans les entreprises, c'est souvent, je rentre dans les entreprises, je suis un peu un fixer, là, celui qui va créer la croissance. Puis moi, je me mets vraiment les deux mains dedans. Fait que je me rappelle, ton témoignage m'a beaucoup touché dans le sens que je vois une femme engagée qui est près de son monde, qui est près de ses chiffres, mais en même temps, qui ne prend pas toute la place. Puis c'est quelque chose pour moi-même, quand j'ai décidé de me joindre au Living Lab, c'était justement parce que c'était des valeurs d'humilité, d'ego. Puis c'est des choses qui m'ont touché. Dans ton témoignage, puis on voit que tu es quelqu'un qui est drivé puis qui a envie de. Je suis convaincu que les gens qui travaillent avec toi sont des gens qui sont motivés juste par ton énergie. Comment que. Parce que là, tu vois, tu es un peu dans. Nous, ce qu'on vit en entreprise quand on est à la croisée des chemins, puis Omnimed est là, entre la petite entreprise où c'est familial, le PDG est super accessible, il parle à tout le monde, il est dans tous les dossiers. Puis, moi, pas chez Omnimed, mais dans d'autres jobs, j'ai déjà mis un PDG puis dire écoute, tu ne mets plus les pieds au bureau. Littéralement, tu ne mets plus les pieds au bureau. Comment tu vois cette transition-là de petit groupe de recherche? Là, tu dis je suis de chair à chair, ça va grossir. Comment tu entrevois ton rôle là-dedans, coacher les gens, faire grandir les gens, puis surtout faire grandir un peu ta chaire de recherche, puis peut-être un jour, ça sera une chaire pan-canadienne. Puis comment tu vois cette croissance-là? C'est une bonne
question parce que c'est tout le temps, puis c'est l'enjeu en gestion. J'ai étudié en gestion, tu sais, comment tu fais l'approche personnalisée versus plus standardisée, puis plus que tu grossis, il y a des pertes relationnelles, puis ces éléments-là. Puis on est à la croisée des chemins, justement. Là, on suit 8 GMF, approche très personnalisée, on les connaît tous bien. Puis l'année prochaine, c'est demain matin, on a 60 cliniques, dont 20 en Ontario. Puis même juste en Ontario, on ne pourra pas avoir ce contact-là. On se dit, il faut y aller en personne la première fois, puis après, on délègue vraiment. Puis comment on s'assure de la standardisation avec nos coachs de qualité. On va en avoir 3-4 l'année prochaine. Moi, la clé, là, c'est les premières rencontres. Il faut être là pour le momentum, mais après ça, c'est que moi, il faut que je sois avec notre équipe, c'est les réunions à toutes les semaines pour garder le rythme, que l'information circule super bien. C'est sûr que là, ce n'est pas une grosse PME non plus, mais c'est cet équilibre-là pour qui va, qui nous représente, mais en même temps qu'il y ait encore le symbole fort qu'on est impliqué. Je pense que c'est un mix des deux. Il faut quand même revenir toujours, là, se mettre les mains à la pâte, puis j'y crois, là, tu sais, à toutes les fois que j'y vais, j'ai beau dire le keynote au début, il y a besoin de notes, c'est moi qui vais prendre les positifs. Ça ne me dérange pas, je trouve que ça fait partie de tant qu'à être là, de participer. Puis je trouve que ça monte le rythme aussi dans mon équipe. S'ils me voient mettre ou que j'aide pour servir le lunch, tout le monde, je pense que c'est une équipe qui l'anime, il n'y a pas de sous-rôle, puis qu'on est 4, on se met toutes les mains à la pâte. Mais c'est une belle, je pense que ça parle un peu du point de vue de l'ego, parce qu'un jour, peut-être que on sera tous dépassés dans le rôle dans lequel on est, puis on ne sait jamais où on s'en va. Fait qu'il faut toujours être prêt à passer la POC parce que la mission va peut-être devenir plus grande que nous-mêmes, là, finalement. Puis peut-être, François-Olivier, quelque chose que j'ai appris, puis on le fait de plus en plus, puis on fait des storyboards pour dire quelque chose, une réunion qu'on anime, là, l'ordre du jour, c'est l'ordre du jour, mais c'est comme le détail de l'événement dans notre équipe. Puis le rôle et responsabilité de chacun, tout est préparé. Puis ça, j'ai appris à en faire de plus en plus. Okay, qui s'occupe du PowerPoint, qui s'occupe des crayons, qui s'occupe. Puis en mettant sur 1h30 de réunion, on ne fait pas ça quand on est 10, mais comme là, en mettant, on est 40 personnes, OK. Puis là, on dépasse une personne de moins. Bon, Mylène, tu vois cette partie-là qui est vraiment le détail, là, puis de bien animer. Nous, là, on a développé qu'il faut faire une bonne impression. Si on veut que la clinique participe, qu'il y ait un engagement, puis avec cette heure et demie qu'on est en présentiel, aux 15 minutes, on sait qui fait quoi, le rôle. Il y a aussi le icebreaker au début qui est hyper important, qu'on arrive dans une clinique, quelque chose qui est complète pour les mettre en mouvement. Puis là, on a étudié les techniques d'animation de groupe. Puis, là, Richard, on avait utilisé à Charlevoix, mais OK, une méthode carrousel, OK, positif, on a adapté virtuellement. Quand tu fais une réunion, il faut que les gens aient des tâches, puis pourquoi on fait ça, cette activité-là, puis très clair, fait, ne pas sous-estimer la préparation de cette réunion-là. Nous, là, c'est pour ça que j'ai les storyboards, qui fait quoi, c'est quoi les objectifs, engager les gens. Il faut que l'heure et demie soit agréable, puis c'est ça notre petite visite aussi. Là, ils ont eu, même s'ils sont réticents, ça n'a pas été une réunion plate à écouter quelqu'un. Ils ont fait du magistral moins de 20 minutes, suite d'action, c'est quoi l'objectif de la rencontre. Quand c'est à grand groupe, la préparation, ce n'est pas un ordre du jour, c'est le détail de qui fait quoi, puis de changer, puis de varier les stratégies d'engagement. Merci François-Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Luc. Donc, Jean-Luc, médecin dans Charlevoix. Oui, très engagé. Il a participé à mes projets de recherche. Je te remercie, Jean-Luc. Bon, on ne dira pas quel parce que c'est anonyme. Énouté, Jean-Luc. On ne dira pas quel projet parce que c'est une participation anonyme. Mylène, je ne peux pas me priver de la chance que j'ai de t'avoir devant moi pour te faire sortir de ta zone de confort, puis te demander si le paradigme actuellement de l'accès de la première ligne que tu sembles suivre est le bon. Et est-ce que dans vos réflexions, vous avez déjà pensé, malgré la grosse machine qui est devant nous, que ce soit les fédérations, que ce soit le ministère, que ce soit la recherche, est-ce que vous avez déjà pensé à ce que notre gouvernement ou nos gouvernements ont besoin de changer de paradigme? Parce que là, je m'explique. Moi, j'ai beaucoup d'années de pratique, là. J'ai vu tous les gouvernements se faire sortir du pouvoir parce qu'ils n'étaient pas capables de régler le problème de la première ligne. Et le gouvernement qui est rentré au pouvoir
c'était un nouveau gouvernement, mais il faisait face à la même bureaucratie, qui avait la même idée, puis qui cherchait avec des femmes comme toi des nouvelles idées pour l'appliquer mieux. Je vais terminer en te disant que le concept d'un patient, un médecin de famille par un citoyen, pour moi, c'est la plus grande utopie que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Et aussi longtemps que ce concept-là va être perduré, non seulement dans l'opinion publique, mais aussi dans vous autres à la recherche, vous n'en sortirez jamais. D'ailleurs, le concept de médecine de famille n'existe pas. Dans nos pratiques, ça fait beaucoup d'années. Je ne connais pas beaucoup de médecins qui sont des médecins de famille. Ils ont toutes sortes d'orientations dans leur pratique. Ce qui m'amène en terminant, pour te donner la réponse à toi, à te dire que pour avoir tout vu, moi, depuis beaucoup d'années, et vu mon père qui était dans l'autre système auparavant, je pense qu'actuellement, on n'ira nulle part avec un concept, un médecin de famille, puis des fichiers, puis des accès. Il faut que la première ligne soit un système plutôt qu'un individu. Et je veux savoir où est-ce que tu en es dans ta réflexion là-dessus, sur l'accessibilité qui, à mon avis, ne doit plus être basée sur un médecin de famille. Parce que la première ligne comprend une immense partie de questionnements ou de problèmes aigus et subaigus, et une autre partie qui est du suivi chronique. Et je pense que la solution de l'avenir, à mon avis, si jamais tu veux qu'on en parle plus longtemps, c'est que ça soit divisé par une accessibilité par des équipes, que des équipes soient orientées vers le traitement, le diagnostic des cas aigus, subaigus, et qu'il y ait d'autres équipes qui soient engrangées sur le soin des patients chroniques. Ça, nonobstant le mode de rémunération. J'enlève tout ça, là. Alors, je te laisse là-dessus parce que je sais que je t'ai envoyé un gros morceau. Non, écoute, merci Jean-Luc pour ta question. Puis, écoute, ça va être une question d'actualité. On est en année électorale. Le projet Voilà 11 va être amendé dans un mois. Ça devrait passer. Fait que vraiment, l'accès à la première ligne, c'est un sujet électoral. Puis, on sent que le ministère, le gouvernement veut faire des gains, ou en tout cas, ils vont en parler. Première chose, l'accès à un médecin de famille, j'ai la même vision que toi, Jean-Luc, c'est ce qu'on a réitéré dans notre mémoire, c'est un accès à une première ligne, puis une première ligne, c'est un médecin, pas au centre, mais en collaboration avec une équipe de première ligne. Il n'y aura pas de solution. On peut améliorer l'accès si on met juste des médecins de famille, on ne sera jamais capable, il n'y aura jamais assez de médecins de famille. Faire une vision interdisciplinaire. Et je tiens à souligner que le modèle GMF, qui est le modèle dominant au Québec, a évolué aussi depuis sa mise en place en 2002. Aujourd'hui, le travailleur social, le pharmacien fait partie de l'équipe, qui est quand même des acquis extrêmement importants. Quand on se compare au Canada, on est vraiment une situation viable d'avoir un GMF interdisciplinaire qui est le modèle dominant. Alors, je pense que maintenant, on a un problème d'accès, je dirais, il est récurrent au niveau international. Le Québec, on est mauvais sur l'accès. C'est une problématique collective, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas seulement sur le médecin de famille. Tu le dis bien, je pense que nous, dans l'accès adapté, c'est comment orienter le patient au bon moment selon la situation clinique. Le gouvernement fait erreur, là, bientôt, ils parlent encore d'un accès 36 heures. Pour moi, c'est rien, ce n'est pas une norme à atteindre, c'est vraiment pas dans la bonne direction. C'est comment on peut aiguiller, orienter le patient au bon moment, d'avoir un rendez-vous avec d'autres professionnels, infirmières, IPS, travailleurs sociaux, quand les situations cliniques sont pour ces situations cliniques. Puis Sonia pourrait nous dire de ne pas avoir un rendez-vous rapide pour des situations cliniques. C'est ce que le patient va demander aussi. Avec un groupe de patients, ils nous disent oui, l'accès, mais moi, j'aime mieux attendre quelques jours pour voir mon médecin que tu me donnes un rendez-vous rapide. Fait que je pense que c'est de bien réintégrer la continuité. On revient à un médecin pour tous, je pense qu'on le dit, d'être pris en charge par une équipe interdisciplinaire. La littérature est très éloquente sur les bienfaits d'être affilié à une équipe de professionnels. Une personne jeune et en santé, peut-être pas besoin de cette liaison de manière précipitée, mais il y a quand même, mettons, une jeune femme, peut-être des anneaux ou tu sais, sans que ça soit souvent des rendez-vous. À terme, si on est capable d'avoir une affiliation avec une équipe interdisciplinaire où que le médecin est là, mais avec d'autres pour la population, je pense que c'est ça qu'il faut rechercher. Les patients chroniques, bien encore là, il y a beaucoup de gains là, dans les ordonnances collectives, comment faire des suivis alternés avec une infirmière, médecin ou même travailleur social. Il y a beaucoup de la pratique des pharmaciens actuellement, il y a un gain extrêmement grand à avoir, selon moi, dans les GMF, où le rôle est très varié et je pense qu'il y aurait un gain pour utiliser davantage ce professionnel-là.
psychothérapie, on le sait, c'est une problématique importante. La psychothérapie publique, c'est marginal dans les CLSC. Comment intégrer davantage ce professionnel dans les premières lignes? C'est tout à développer dans le futur pour améliorer l'accès. Je pense qu'on partage la même vision. On va en entendre parler le prochain mois certainement, puis c'est une priorité électorale. On se rappelle, puis dont les GAP, les guichets d'accès pour les patients orphelins, des millions ont été envoyés dans toutes les 6 CIUS pour dire on fait quelque chose pour les patients orphelins. Et on demande aux médecins de prendre plus de patients. La loi 11 la loi 20 plutôt, a fait très mal aux médecins de famille. Sonia pourra nous en parler. Là, on garde un goût très amer de la politique qui avait été mise d'inscrire davantage de patients. Je ne sais pas si Jean-Luc, ça répond un peu à ton paradigme. Jean-Luc, on va. Merci beaucoup. Puis, tu soulèves des grands points, Jean-Luc, et merci, Mylène, de ta réponse, quand même nuancée et détaillée. Mais on a justement Dr. Sonia Sylvain, qui est en stage dans le Living Lab, mais qui est aussi directeur du département de médecine familiale, médecine d'urgence, et qui est médecin de famille, et qui s'intéresse beaucoup à tous ces éléments-là de dossiers électroniques d'accès. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sonia? Donc, toi, tu écoutes Mylène, tu la connais. Donc, tu es en fait, on pourrait dire que tu es une utilisatrice des données, à quelque part. Comment tu vois cette personne-là arriver avec des données, puis tout ça, les guichets? Comment ça a-t-il un impact pour vous autres sur le terrain? Comment vous utilisez ces informations-là? Bien, en effet, c'est très intéressant. C'est le fun d'avoir Mylène qui fait des choses qu'on trouve très pratiques. En fait, là, tu disais tantôt de technique, mais c'est ça que c'est très pratique, puis ça nous pousse à utiliser des nouvelles stratégies pour s'améliorer. Fait que c'est une façon très positive. J'aimerais ça voir plus de variété, par exemple, parce que je pense qu'il n'y a pas juste une solution. Puis ça m'a frappé quand j'étais là à la présentation de ce qu'il avait fait dans le Bas-Saint-Laurent pour le GAP, justement. Là, puis là, je disais, ouais, je comprends ce que vous autres, vous viviez puis que vous avez mis en place pour le système, mais en tout cas, moi, dans mon territoire, ce n'est pas le même besoin. Fait qu'il faut. J'ai toujours bien. En fait, c'est toujours ça qui nous énerve un peu. Puis je suis sûre que le Dr. Dupuis partagera avec moi, là. C'est les solutions mur à mur. Là. Ouais. Il est arrivé des affaires, tu dis, bien ça, c'est la problématique de Montréal, mais ils le mettent sur toute la province. Et ça ne nous concerne pas, nous autres. Là, ils nous ont créé des problèmes parce qu'on n'avait pas de problème dans un tel secteur, mais parce qu'ils nous ont obligés de faire ça de cette façon-là. Là, tout à coup, on en a. Fait que c'est s'assurer qu'on n'a pas qu'on a une variété de solutions. Puis qu'on ne fasse pas du mur à mur. Sonia, c'est derrière la plupart de ma grande conclusion, c'est, oui, on a des principes directeurs mettons, pour améliorer l'accès, mais après, il y a un jeu d'adaptation locale qui est impossible à faire autrement. Par exemple, là, on a des algorithmes d'aiguillage pour orienter le patient au bon moment qu'on travaille avec les secrétaires. On les a, on en a même 5 différentes. On a beau les donner aux cliniques, il faut qu'il y ait un jeu d'adaptation selon tes ressources, ton expertise, comment vous fonctionnez. Fait que c'est pas suffisant, n'est pas juste donner les outils, OK, partez, voici. Alors, partez pas à 0 parce qu'il y en a plein. Voici, il y en a 5. Adaptez-le à votre contexte. Puis pour tous les principes, là, justement, nous, on travaille avec des GMFU, des GMF, des GMFA. C'est pas nécessairement la même manière de fonctionner. Puis à l'intérieur d'une même clinique, on a la durée de consultation peut varier. Mettons, un médecin va dire, ben moi, c'est des 20 minutes, l'autre 40, puis exceptionnellement 60 minutes. C'est de s'ajuster sur la pratique, puis essayer minimalement de la standardiser dans une même clinique, mais d'accepter les variations. Je ne sais pas. Comment tu fais, Mylène, qui dépend de ta survie de subvention? Bien, ça, Jean-Luc, c'est le travail d'un chercheur. Oui, je comprends, je comprends ça. Mais est-ce que tu serais capable de dire à M. le ministre devant toi, Monsieur le ministre de la Santé, vous faites erreur avec le concept de un patient, un médecin de famille. Est-ce que tu es capable d'aller jusque-là?
Ben, oui, parce que j'ai même eu la chance de lui dire moi-même en commission parlementaire, je lui ai dit, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, ça, vous pourriez continuer dans cette avenue-là. Fait que je pense que c'est un débat. On a la crédibilité pour le dire, puis vous savez comme moi, la politique, après, on a beau dire, c'est pas une bonne idée, je pense que je l'ai dit 2 fois, c'est pas une bonne idée le 36 heures, puis en parlant avec Dr Amiot la semaine passée, c'est encore sur la table des négos, le 36 heures. Fait que, je pense que parfois, de dire un message, ça ne veut pas être dit qu'il va être retenu. Je pense que c'est. Mais on a un devoir politique, un devoir d'engagement académique quand on a un domaine d'expertise de donner ces messages-là. Je pense que c'est la manière, c'est de répondre à ces appels-là. Puis après ça, ben là, la politique, c'est une autre game. Là. Il y a beaucoup de décisions politiques qui ne sont pas basées sur des données probantes. La liste est longue. Mais il y a clairement un momentum actuel sur l'accès. Je pense que la fenêtre est là pour faire quelque chose. Puis moi, j'ai montré mes résultats probants au ministère. Puis l'argent n'était pas une limite. Il était là, OK, fais plus de GMF. On veut que tu les accompagnes. Eux, c'est une solution. Puis on veut. La FMOQ, la même chose. Je pense que des fois, il y a des. C'est une capacité. Notre limite, c'est la capacité d'accompagnement. Mais il y a un intérêt, il y a une volonté. Puis ils voient ça comme une solution pour répondre à une problématique commune. On va terminer bientôt. Ben, Mylène, moi, j'ai juste une réflexion sur quand même ta carrière, que je connais quand même depuis plusieurs années, puis ta carrière. Puis peut-être que les gens ne le savent pas, mais autant tu travailles fort, autant tu es déterminé, autant tu livres vraiment la marchandise, autant, comme j'ai dit tantôt, tu ne fais pas ça, je pense, pour de l'ambition pure, puis péter les bretelles, tout ça. Vraiment pas. L'autre chose aussi, j'ai vraiment la nette impression que contrairement à beaucoup de personnes dans les milieux académiques, tu n'es pas attaché aux résultats. Tu connais les limites de l'appareil gouvernemental, tu sais ce que tu peux contrôler et ce que tu peux influencer et tu sais ce que tu ne peux pas ni contrôler ni influencer. Ce qui fait en sorte que on ne sent jamais d'amertume chez toi par rapport à OK, je veux changer quelque chose, je veux changer. Tu pousses tes idées, tu les mets sur le terrain, mais tu es capable de backer off. Mais on te sent aussi plus engagé qu'un chercheur moyen qui, pas moyen, mais des bons chercheurs, mais qui se disent moi, ce n'est pas ma job. Ma job, là, c'est de publier des papiers, d'étudier un phénomène, je le laisse là. C'est à vous de prendre les données et d'en faire ce que vous voulez. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de chercheurs qui sont comme ça. Même s'ils ont le souhait de changer quelque chose, ils ne vont pas aller jusqu'à là parce qu'il y a un prix énorme à aller jusqu'à là en termes de ton temps. Ça se rajoute à plein d'affaires. Mais toi, tu réussis à faire ça et je pense que c'est une belle leçon de leadership. Je ne sais pas si tu réalises que tu fais ça comme ça, mais tu es peut-être juste comme, c'est peut-être dans ta personnalité, là. Bien, je pense que, je reviens vraiment, là, puis de y aller par petits pas, puis de livrer. Si je n'avais pas livré mes petits pas, c'est garant de la suite. Fait que je pense que, ma crédibilité, moi, j'ai commencé avec un projet, puis j'étais juste sur, j'avais d'autres, mais sur les guichets au postdoc, je me rappelle, j'allais voir, j'arrêtais à Québec, en personne, puis 15 minutes, puis là, il me rappelait cette crédibilité-là. Puis s'il me rappelle, là, je pense que c'est une erreur de chercheur ou d'amateur de dire ah non, ça, ça, je réponds pas. Ça, ils me demandent qu'est-ce qui se passe ailleurs, ça ne me regarde pas. Mais si on demande aux autres, quand ils nous appellent, de répondre, puis là, après, moi, là, depuis ces jours que j'ai, hey, voici ce qui se passe en Manitoba, voici ce qui se passe en Ontario, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais que j'ai rappelé le ministère. Puis là, j'ai été crédible. Puis là, après, je peux leur demander, dans nos subventions, on a toujours besoin des décideurs. Moi, je dis ça, mais je ne sais pas qu'ils me disent toujours oui aveuglément, mais j'ai une crédibilité. Puis s'ils me demandent quelque chose, il est en priorité, puis je réponds tout de suite, je tasse le reste. Je pense que c'est de gérer ses priorités. Quand tu fais quelque chose aussi, de donner des nouvelles, le chercheur, on collecte nos données, on publie, puis c'est fini. Là, mais de faire ces petites loupes-là, des fois, là, c'est pas banal. Puis ça ne prend pas de temps. Je pense à, mettons, un projet de recherche, j'ai interviewé des médecins. Là, mais quand l'article a été publié 1 an plus tard, j'ai réécrit personnellement à tous les gens qui avaient fait une entrevue. Voici l'article si ça t'intéresse. Ils ne l'ont certainement pas lu, mais ce côté-là, hey, moi, j'ai donné 1 heure de mon temps parce que c'est comme médecin, je trouve ça bien de participer un peu à la recherche. Bien, 1 heure de leur temps, de voir qu'en fin de compte, cet article-là a été publié, c'est des petits détails que des fois, de ne pas oublier le retour que
ça va plus être payant, c'est un dialogue, puis de pas juste de donner aussi quand c'est demandé. Et de finir, tu sais, plein de projets, moi, là, on le sait en recherche, là, ça fait 2 ans que c'est fini le financement, bien, de continuer à mettre de l'énergie pour le rendre au bout, même si les années passent. Là. On le sait tous, là, c'est trop facile de ne pas finir ce qu'on a entrepris. Puis ça a été toujours ma priorité de finir tous les projets passés. C'est garant de ta crédibilité aussi. Tu sais, j'en ai trop de collaborateurs que j'ai passé des réunions, 3 ans plus tard, plus de nouvelles, puis c'est fini là. Hey, c'est du temps, là, ces 3 années-là qu'on a toutes passées. Je pense que par principe, puis ça pour moi, là, de petits pas, mais de finir, même le projet est très, très petit, ou de donner des nouvelles à toute personne. Un courriel, ça ne coûte rien, c'est pas là à envoyer, puis les gens, OK, merci, je t'ai informé. C'est de ne pas oublier de fermer la loupe. Mylène, je veux juste te dire, parce que je sais que tu as une réunion dans quelques minutes et donc on ne veut pas... Ah, c'est toi-même Oui. qui s'est pris dans justement à vouloir répondre vraiment avec beaucoup de profondeur à toutes les questions que tu as posées, mais aussi à cette entrevue. Je serais curieux j'aimerais peut-être laisser à Jenny, notre coordonnatrice du Living Lab, peut-être le mot de la fin. Tu sais, Jenny, tu n'es pas dans ce domaine-là, donc voici une entrevue, tu sais, quand même assez technique par rapport à un travail important qui peut avoir un impact sur toi, mais aussi tu as vu une jeune leader qui est ici, que tu connais, et j'aimerais avoir un peu le mot de la fin. Je laisse le mot de la fin à Jenny, et moi, je te remercie infiniment, Mylène, pour ton entrevue aujourd'hui et toute ta générosité, mais je laisse le mot de la fin à Jenny. Merci, Richard. Hey, merci, Mylène. C'était un plaisir. Effectivement, c'est hyper technique. J'ai eu une grande joie de t'entendre à l'Assemblée nationale. J'étais tellement fière et impressionnée du bagou de comment tu leur parlais, puis que tu n'avais pas peur de ramener des points controversés. Tout ça, ça m'a beaucoup impressionnée. Puis même si c'était technique aujourd'hui, je repars avec des petits messages clés qui sont hyper techniques, comme le fait que tu vas te prendre des journées dédiées pour un projet avec ton équipe, on ferme tout puis on avance ça, parce que je trouve que des fois on laisse traîner des choses sur le long, que quand tu t'y mets à une gang, ça va vraiment vite. Fait que je repars avec des petits keywords comme ça, puis c'est un bonheur qu'on a de t'avoir autour de nous dans le Living Lab à chaque fois. Ton énergie est contagieuse, puis bonne continuité. Merci à tout le monde d'avoir été là. On te laisse filer à ta rencontre. Ben, merci à tous pour l'invitation. Puis faites-moi signe quand vous avez besoin, je me rends disponible.